Tunisie, le leader nationaliste Habib Bourguiba est accueilli en héros au terme de sa longue mise en résidence surveillée. Après l'échec d'une tentative de co-souveraineté, Pierre Mendès France accorde à la Tunisie l'autonomie interne. En mars 1956, la Tunisie et le Maroc accèdent à l'indépendance définitive. En Algérie, les attentats de novembre 1954 perpétrés par le FLN dans les Aurès ont sur le moment peu de retentissement dans l'opinion française. Leurs auteurs sont pourchassés comme de simples hors-la-loi. Ils signent pourtant le déclenchement de la guerre d'Algérie. 8 années de violence, de drames et d'incompréhension. Les gouvernements successifs de la 4e République se montrent incapables d'empêcher le basculement de la population musulmane du côté indépendantiste. Incapables de faire aboutir toute réforme de structure, incapables de ramener la paix. En décembre 1955, la gauche française obtient un succès parce qu'elle mène campagne sur le mot d'ordre de la paix en Algérie. On connaît la suite, Guy Mollet arrive au pouvoir en janvier 1956, il se rend à Alger, c'est ce qu'on appelle la journée des tomates, hein, le 9 février 1956, journée des tomates, c'est-à-dire il reçoit quelques projectiles. La foule européenne manifeste en le traitant de bradeur, de trahison, etc. Et comme on le sait aussi, Guy Mollet va faire volte-face et va non pas engager des négociations politiques, notamment avec le FLN, pour essayer de sortir de cette impasse, mais au contraire rentrer dans la guerre pour de bon avec le vote des pouvoirs spéciaux du 12 mars 1956. C'est véritablement l'entrée de la France en guerre d'Algérie. Et c'est l'entrée en guerre directe, franc, de la France, parce que c'est l'envoi du contingent en Algérie. C'est-à-dire, ce n'est plus la guerre d'Indochine, on envoyait le corps expéditionnaire, ce qu'on appelait des engagés. Bon, là, c'est pas le cas. C'est pratiquement tous les jeunes Français qui font leur service militaire, qui vont partir en Algérie entre 1956 et 1962, c'est-à-dire au total près d'1 500 000 hommes qui vont partir en Algérie. C'est-à-dire que toute la société française est touchée. C'est une véritable onde de choc, c'est-à-dire il n'y a pratiquement pas une seule famille française qui n'a pas un oncle, un père, un fiancé qui se rend en Algérie. C'est-à-dire que là, pratiquement tout le monde est touché. Tout le monde a peur, tout le monde réalise à quel point l'Algérie est devenue une question centrale dans la vie politique française. La 4e République s'enlise dans le piège algérien, agonise, puis tombe sans gloire au cours des journées d'émeutes qui secouent Alger en mai 1958. Français d'Algérie et cadres de l'armée, unis contre un pouvoir accusé de vouloir brader l'Algérie, en appellent au général de Gaulle. Pour eux, il incarne l'ultime espoir d'une Algérie qui resterait française. Un retour au pouvoir lourd de malentendus et d'ambiguïtés, comme en témoigne son voyage en Algérie de juin 1958. Je vous ai compris! Je sais ce qui s'est passé ici. À droite comme à gauche, dans la population européenne comme musulmane, chacun veut croire à une solution imminente, conforme à ses vœux. Pourtant, la guerre durera encore 4 longues années, jusqu'aux accords d'Évian signés en mars 1962 avec le FLN. En métropole puis en Algérie, l'indépendance est ratifiée par référendum. Tandis que l'Algérie était en proie à une guerre sanglante, l'Afrique noire accède à l'indépendance sans drame véritable.
En septembre 1958, De Gaulle propose aux Africains d'adhérer à la nouvelle communauté qui doit remplacer la défunte Union française. Hormis la Guinée, tous les États africains et Madagascar acceptent ce Commonwealth à la française. Il ne durera guère plus d'1 an. Les peuples africains revendiquent tout autre chose, comme il l'exprime au général de Gaulle lors de son voyage à Dakar. Je vois que Dakar est une ville vivante et vibrante. Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance. Qu'ils la prennent. Le Mali, qui fédère alors le Sénégal et le Soudan, devient indépendant le 20 juin 1960. La même année, tous les États d'Afrique noire et Madagascar proclament leur indépendance en accord avec la France. De Gaulle rappelait volontiers le rôle que d'autres avaient joué avant lui pour l'émancipation africaine. Je pense à la personnalité d'un homme très important comme Gaston Defferre, qui avait lui aussi anticipé sur ce processus en mettant en place ce qu'on appelle la loi cadre de 1956, qui a préparé le passage aux indépendances politiques, notamment en Afrique noire. Le général de Gaulle, dans le fond, n'a fait que reprendre les propositions émises par Gaston Defferre sur l'Afrique à partir de 1956, mais il y avait incontestablement cette volonté de modifier les rapports de la France et ses colonies. Alors, est-ce qu'il s'agissait de les modifier de manière radicale? Bien sûr, c'était pas l'objectif de Gaulle, c'était de préserver le lien économique, de préserver ce rapport existant entre la France et ses colonies. Mais comme on le sait, c'est la guerre d'Algérie qui a dominé l'ensemble de la scène coloniale et anticoloniale tout au long des années 50-60. 3 juillet 1962, l'Algérie est officiellement indépendante. Le bilan est lourd. 300 000 morts, dont 270 000 Algériens musulmans. Un putsch de généraux. Le terrorisme des nationalistes. Les représailles contre les civils. Le terrorisme de l'OAS. Tout le drame et l'échec de la colonisation française semblent se concentrer sur ces quais d'Oran et d'Alger, où affluent 1 million de Français, les pieds noirs. Une valise pour tout bagage, ils font le chemin inverse de leurs ancêtres attirés 130 ans plus tôt par les promesses d'une nouvelle vie. Alors, un chef de famille et une personne au foyer. Là où vous allez remplir des papiers, vous allez dire ce que vous avez perdu. Personne n'avait anticipé véritablement cet exode des pieds noirs. Personne n'avait conçu, voulu voir ce départ, cet arrachement, cet exode extrêmement puissant, très fort, de ces centaines de milliers d'Européens d'Algérie. Cet exode qui a commencé dès 1961 d'ailleurs. Les départs d'Algérie ont commencé tôt, se sont accélérés au moment des négociations d'Évian, enfin du passage à Évian, et puis ensuite là ça a été une sorte de déferlement, notamment à l'été 1962, après le passage à l'indépendance de l'Algérie. De Gaulle n'a pas géré en fait ce départ des pieds noirs. Il n'a pas anticipé ni géré. Il ne s'y attendait pas, puisque la question des pieds noirs n'était pas intégrée dans les accords d'Évian. Il n'y avait pas de singularité sur l'arrivée en métropole des pieds noirs. Ce qui se discutait beaucoup dans les accords d'Évian, c'était le statut de la minorité européenne dans le cadre d'un futur État algérien indépendant. Cela, ça se discutait beaucoup dans les accords d'Évian. Une autre blessure n'est toujours pas refermée, celle des Harkis, ces Algériens musulmans qui furent près d'1 million à se ranger aux côtés de la France. Un grand nombre d'entre eux seront massacrés en représailles. 90 000 parviennent à gagner la métropole en dépit de l'interdiction formelle des autorités françaises. Mal accueillis, ils participent pourtant au développement économique des années 60. La position du général de Gaulle à l'égard des Harkis, comme à l'égard des pieds noirs, était celle d'une sorte, pas d'abandon, parce que le mot a été beaucoup utilisé, c'est un mot très très fort, bien sûr, mais dans le fond, il n'avait pas peut-être suffisamment prévu ou anticipé le drame de ce qui allait survenir, c'est-à-dire des massacres
sur grande échelle des harkis, il y a vraisemblablement chez lui une sous-estimation politique de ce qu'avait été l'engrenage, la dureté, la violence de la guerre d'Algérie, qui a été aussi, ne l'oublions pas, une guerre civile algéro-algérienne. Quand on dit une guerre civile algéro-algérienne, c'est-à-dire de ces Algériens musulmans qui avaient choisi le camp de l'armée française et qui ont été véritablement abandonnés au lendemain des accords d'Évian et donc massacrés. Donc à ce niveau-là, le général de Gaulle n'a pas peut-être mesuré suffisamment l'ampleur de la guerre et donc ce qu'allait constituer une véritable tragédie nationale pour la France.